Welcome to the second episode of our series, Diversity, Equity, and Inclusion Initiatives in Companies, which is hosted by BPW Montreal. My name is Tara Manji, and I'm happy to be moderating this session today. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Véronique Moreau, qui est directrice Talent, Culture, Équipe mondiale, ressources humaines chez CGI, et Laetitia Fouquet-Pampin, qui est responsable équité, diversité et inclusion chez BNP Paribas au Canada. Donc, merci à vous deux de vous être joints parmi nous aujourd'hui. We're going to have, this session is going to be bilingual. We're going to be alternating between French and English. However, we're going to leave time at the end if you have any questions, which you can submit in the chat. And I'll make sure to address your questions depending on how much time we have available, but you can submit your question in the language of your preference. That means between French and English. I'm not going to commit to answering into any other languages. La question de la diversité demeure un sujet chaud, un sujet certainement d'intérêt. Ce que je trouve très pertinent, c'est que ça évolue constamment. Donc, entre autres, je voulais porter à votre attention deux nouvelles que je trouve très intéressantes, puis qui montrent qu'il y a une pression additionnelle au niveau de la diversité et de l'inclusion dans la société en général. Alors, j'applaudis Force Jeunesse, qui est une organisation qui représente les intérêts des jeunes, qui avait participé à la recommandation d'avoir un siège dédié sur les conseils d'administration des sociétés d'État du Québec dédiées aux jeunes de moins de 35 ans. Ils sont maintenant en train de faire un plaidoyer pour qu'un siège soit réservé aux personnes issues de la diversité sur les conseils d'administration des sociétés d'État du Québec. Alors, je ne sais pas encore où est-ce que ça va nous mener, mais c'est une très belle initiative, d'autant plus que ce n'est pas directement dans leur mandat, mais la diversité, c'est l'affaire de tous, comme on dit. Second great initiative that I've heard of, the New York City Council passed a bill that's requiring all employers to post the salary range of all job postings. The objective is to improve transparency and to fight inequalities for minority groups, and it's going to come into effect in April. So none of this is specific to big companies. Today we're looking more at Quebec companies and how they're managing to improve their diversity and inclusion initiatives within the company. We're going to be recording this session, so I hope no one minds. If you do, let us know. This is the little disclaimer at the beginning, and we'll make it available at the end. Donc, sans plus tarder, je suis sûre que vous avez déjà vu les biographies de nos présentatrices, donc je ne vous les lirai pas en détail, mais je commencerai peut-être avec Laetitia. Alors, Laetitia, je sais que tu as changé de rôle officiellement, devenue représentante de diversité et inclusion il y a 2 ans. Cet été, mais depuis 2 ans, il y a beaucoup d'efforts. Donc, j'aimerais juste que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce qui a changé dans les dernières années chez BNP Paribas au niveau des initiatives de diversité et inclusion. Oui, bonjour, merci Tara et enchantée, merci de m'avoir invitée, c'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Écoute, on a formalisé en fait un comité IDNI il y a plusieurs années, pré-Covid, qui est co-chéré franglais, mais par notre CEO et par la responsable des ressources humaines, qui nous donne un peu une idée aussi à quel point ça c'est une priorité pour BNP Paribas au Canada. Donc moi je me rapporte directement à la CEO et en fait on travaille, nos ERG, donc nos Employee Resource Groups, mon groupe d'affinité, ont été vraiment clés autour de tout ce qui est diversité et inclusion sur les dernières années, donc que ce soit dans le domaine de la promotion des femmes, mixity, des ethnicités, pride pour tout ce qui est LGBTQ, etc. Et on a eu en fait une volonté, j'ai envie de dire, vraiment de formaliser davantage notre stratégie, de l'ancrer plus clairement. En fait, le groupe BNP Paribas au Canada, dans le monde, on est présent dans 68 pays, mais au Canada, on est un petit peu plus de 1000 et on a plus de 70 différentes nationalités. Donc, très diversifié, très international, mais c'est sûr que certaines réalités, par exemple, plus typiquement canadiennes, étaient moins connues en fait, de nos employés. Donc, il y a vraiment aussi cette volonté d'amener, j'ai envie de dire, plus de présence sur les particularités du Canada et donc d'aligner notre stratégie évidemment par rapport au groupe BNP Paribas au sens large, mais aussi beaucoup plus précisément sur les réalités canadiennes. Voilà.
Super. Donc, à ce moment-là, le comité en question qui a été mis en place, puis que vous co-chairez, qui est co-chair par le CEO, puis le head of RH, combien est-ce qu'il y a de membres? Qui sont les membres? Et puis, quelle fréquence est-ce qu'ils se rencontrent à ce comité? Oui, tout à fait. On a en fait, il est composé un mix, on a les représentants de chacun de nos gros business. En fait, on a également une présence au niveau de la région Amérique. On a une présence de nos executive sponsors, de nos employee resource groups. Puis, on a évidemment des volontaires. On voulait aussi que ce soit justement opportun pour des employés de pouvoir lever la main et se joindre à nous. Voilà, on se réunit alors, tous les 2 mois. On a également un comité CSR, donc il y a un intermédiaire à chaque mois également. Mais c'est ça, on se réunit de manière très régulière pour s'assurer qu'on avance dans tous les domaines en parallèle. Super. Puis vous êtes combien de membres à peu près sur ce comité au total? On est une quinzaine de membres. D'accord. Et au niveau des mandats, est-ce que c'est des termes de 2 ans ou est-ce qu'il y a une fréquence plus importante? Alors, on a des rôles qui sont permanents. Donc pour lesquels il n'y a pas de mouvement, si j'ose dire. Puis, par exemple, typiquement au niveau des executive sponsors ou des volontaires, là, on a un rotational approach. Donc, on a des mandats effectivement qui sont généralement plutôt de 2 ans. Super. Puis ce comité se rapporte concrètement à quelqu'un? Est-ce qu'il y a un rapport qui est fait ou comment est-ce que ça s'ancre dans peut-être un système de reporting quelconque? Alors, le comité sur le Canada se rapporte directement donc, à la CEO du Canada. Comme je disais, on a la présence de la région au niveau Amérique, puisque nous, en fait, au Canada, on fait partie de BNP Paribas Région Amérique. Après, le groupe BNP Paribas est structuré d'une manière très, très forte en termes de diversité et d'inclusion. Donc, on ne se rapporte pas directement à eux. Ils nous laissent gérer nos spécificités, mais on se rend compte également 2 fois par an. On a plus de 40 personnes, en fait, dans le monde qui sont responsables diversité et inclusion sur l'ensemble des pays. On s'assure de partager nos meilleures pratiques, d'échanger, de travailler par rapport à ça tous ensemble. Super. Je pense que c'est très intéressant. Puis quand on en parlait la dernière fois qu'on échangeait, on parlait un petit peu de la difficulté d'arrimer les réalités internationales et les réalités régionales. Donc, je trouve que c'est un beau juste milieu d'avoir les spécificités locales prises en considération, mais de ne pas forcément négliger le partage des bons coups et des bonnes pratiques que le reste du groupe, parce que vous êtes présent dans beaucoup de pays, ont pu développer, puis pas repartir à zéro, là, quand peut-être que votre bureau dans un autre pays a déjà développé une super belle initiative. Tout à fait. Super. Je vais me retourner peut-être vers Véronique pour comprendre un peu votre structure à ce niveau-là. Est-ce que vous avez un comité? Est-ce que c'est similaire? Oui, puis je pense qu'on s'aligne beaucoup avec ce que BNP Paribas fait, c'est qu'il y a un mouvement de formalisation dans les dernières années. Donc, on avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient au niveau local. Il y a vraiment une volonté de formaliser, puis vraiment de mesurer, d'avoir un focus plus conscient. Et je pense que les dernières activités qu'on a eues dans la dernière année, entre autres, s'inscrivent vraiment dans cette tendance. Donc, je pense qu'on rejoint beaucoup d'autres compagnies internationales qui, elles aussi, font ces démarches-là. Donc, de notre côté, on a beaucoup de comités qui sont de nature locale, parce que CGI aussi, c'est un grand groupe. On est dans plus de 40 pays. On est de nature assez décentralisée, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup de pouvoir à chacune de nos régions, parce qu'on est très près de nos clients de cette manière-là. Donc, on a déjà cette perspective, ces valeurs de rester très local. Et donc, nos comités, beaucoup d'initiatives sont faites de manière locale. Et là, on est en train de les remonter à un niveau plus mondial. Premièrement, pour partager des bonnes pratiques, parce qu'on fait déjà plein de belles choses, mais on n'est pas très au courant de ce qu'on fait nous-mêmes. Donc, on veut partager les bonnes pratiques. C'est un premier objectif. Puis ensuite, c'est vraiment d'être plus conscient de ce qui se passe, des disparités, où est-ce qu'il y en a, et donc d'avoir une action qui est beaucoup plus globale. Donc, par exemple, au Canada, on a un comité canadien qui se rapporte directement au président du Canada. Donc, ce comité-là, il se rapporte à la business. Et à CGI, c'est la tendance qu'on a, c'est nos comités de D&I. Donc, tout ce qui a rapport avec diversité et inclusion, c'est porté par
la responsabilité est vraiment dans la business. Ce n'est pas les ressources humaines qui ont ce chapeau-là, c'est vraiment à l'intérieur de nos opérations. Donc ça, c'est quelque chose que je pense est assez important et distinctif chez nous. Les ressources humaines sont là comme facilitateurs, s'assurer aussi que toutes les politiques internes sont bien suivies, mais on a vraiment voulu mettre ça dans les mains des opérations, donc c'est eux qui prennent ces initiatives-là. Donc, on a des comités comme le comité canadien qui réunit plusieurs présidents de sous-unités, ce que l'on appelle des business unit leaders, ou des membres de leur caucus, donc des personnes, des vice-présidents et plus, qui sont vraiment, qui ont un intérêt porté pour la diversité et l'inclusion, qui font partie de ce comité-là. Ce comité-là se rapporte directement à notre président, où le conseil met en place des initiatives, s'assure des suivis. Et on a aussi engagé des personnes spécialisées dans diversité et inclusion. Donc, on a des vice-présidents en diversité et inclusion ou des directeurs qui vont chapeauter ces comités ou du moins qui vont bien organiser toutes les activités autour de diversité et inclusion. Donc, on a plusieurs niveaux. On a les niveaux très, très locaux, quasiment par ville. Après ça, on a un niveau qui est un peu plus national. Et au niveau global, on l'organise actuellement et on est encore au stade encore une fois, partager des bonnes pratiques, s'inspirer de ce qu'on fait ailleurs. Ce comité-là, qu'on appelle un comité de champions, c'est moi qui le chapeaute, donc on essaie d'arrimer un petit peu toutes nos initiatives mondiales. C'est comme ça que ça se présente actuellement. Super. Là, tu parles le comité, le Champions Call que vous avez puis que tu chapeautes. La fréquence, c'est de vos rencontres? Mensuel. On se rencontre de manière mensuelle. Le comité comprend environ une quinzaine de personnes. Donc, c'est 1 à 2 personnes par unité d'affaires. Donc, et c'est un mélange entre opérations et ressources humaines. Donc, c'est assez ouvert quand même. On l'ouvre à plusieurs personnes, mais on ne veut pas avoir trop de monde dans le comité. Donc, on le restreint à 1 ou 2 personnes par business unit, parce que quand on a des rencontres à 30, 40 personnes, c'est difficile de pouvoir établir des initiatives et de les suivre. Donc, actuellement, c'est comme ça que c'est géré. Super interesting that both of you have really a bottom-up approach. I think it's true for many organizations, maybe more, I would say younger companies and newer companies might start their life with a structure in place, but in other cases, you have all these employee govern committees that really were carrying the weight. And today they're facilitated or finally falling within a bigger structure. So I love the fact that at BNP Paribas and both at CGI, you have representative of those committees who have a voice and a place within that more formal structure. And so you're not having two systems in parallel to not talk to each other. You're allowing your employees to be part of the process since they were really the one beginning to launch all these initiatives. And they're now falling within a larger structure and recognized by the organization. Maybe Laetitia, one follow-up on what Véronique said is, she mentioned that at CGI, it's really the business that's supporting or that has the responsibility for diversity and inclusion. How does that work at BNP Paribas? So it's very similar here at BNP Paribas, to be transparent. To your point, our ERGs are those who bring the content, they bring the barriers that they're experiencing, they share, it's a safe space, etc. So they're very important for us to make sure that what we're actually implementing and putting in place is actually corresponding to the needs of our employees. But to answer your question, yes, our businesses are completely, the overarching EDI strategy is embedded into the businesses. And then it's the responsibility of each business to identify, what type of diversity do they have within their business, how they can be more open, how they can work on both the talent acquisition approach, working with different schools out of the industry, different profiles, challenging themselves on, the kind of like similar bias, if I may say, or looking into more the development of their employees. So clearly they really are responsible for implementing. HR is here as a support.
Obviously, we make sure that we offer, whether it's the trainings, the awareness, that we coach them, we help them, we open up, we partner with them. But for example, when we go to universities or when we have bursaries that are in place on specific, underrepresented categories, then the business comes with us, and they're the ones who really are driving the force. Great, super helpful. Véronique, we were talking about, I guess, and I'm seeing the questions in the chat. We'll get to them, don't worry. We'll make sure to address those. I think there's one of them that we're going to have a lot to say, actually. Just following up a little bit on the reporting structure, I think a lot of companies are being asked, where can we find this information? How can we know what initiatives you're taking, what you're doing? Is there anything made available publicly? And how is the communication also done internally? So what are your two approaches in terms of sharing what's being done in diversity initiatives within and outside of your organization? So within CGI, it's the communication is, like I said, there's a very local flavor to communication. So everything that is done at the national level in Canada, the communication will flow from the president and from the D&I team to the Canadian members, so to speak. And we have something very similar to in most of the SBU. So just full disclosure before, they're installing something on my computer, so it might crash at any moment, okay? So if I leave suddenly, it's not because I don't want to be there, it's because it decided to do that specifically today. I don't know why. Okay, so, and there's pop-up everywhere. Okay, so that's for internal communication. Now, of course, if you go and see our CSR report, we are more and more committing on the outside as well. And there's also a lot of commitment that we do with our board of directors. So there is more and more us going outside and assessing and explaining what we are doing in diversity and inclusion. For example, from gender equality, if you go to the CSR report today, you will see that today we are at there's 33% of women, that's the women population within CGI globally, but we have around 26% that are in a leadership position. So there's a gap, and our goal is to fill that gap in the next 2-3 years. So there are things like that that we are taking to the public now, because like I said, we are in the process of formalizing. So we are putting more focus, we are doing some specific reporting. And in CGI, we say what gets seen gets done. So that's the way that we also take those initiatives and bring them more to life. Yeah, to stay accountable, yeah. Yes. Je pense que le timing est excellent. Je regardais, Véronique et moi, on s'est écrit ce matin. CGI a sorti le rapport CSR ce matin. Exact. Pour 2021. Exact. Le timing est bon, mais c'est en effet un exemple concret de communication externe que vous faites qui donne un petit peu des chiffres et une image de ce qui se fait chez CGI. Puis je pense que tu m'expliquais, Véronique, l'autre jour qu'à l'interne, vous avez même embauché quelqu'un qui est dédié à partager l'information sur les initiatives. Puis ça, je pense que c'est aussi important parce que parfois, on parle d'embauche, d'attirer des talents par le biais d'explications de combien on s'engage en diversité et inclusion, mais il y a aussi un penchant rétention, là, où il faut évidemment que les employés qui sont présentement dans l'organisation sachent tout ce qu'on fait. Et puis dans des organisations aussi grandes que les vôtres, c'est parfois facile de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, alors que vous avez peut-être toutes sortes d'initiatives. Donc c'est important, je pense, de mettre l'accent sur la communication à l'interne aussi. Effectivement, puis le volume de communication qu'on a dans les grandes entreprises aussi, un peu partout, on reçoit parfois jusqu'à 100 emails et même plus par jour. Donc, c'est certain que ce genre d'information-là peut facilement être dilué si on le fait juste une fois par année. C'est une information qu'on ne verra plus jamais. Donc, ça prend des plans de communication très, très solides pour que les discussions soient constantes. Ce n'est pas juste une fois de temps en temps. On discute de diversité et inclusion. Ça fait partie des discussions quotidiennes de chacun de nos processus. Il faut qu'il y ait ce focus-là parce que sinon, on rentre dans les opérations puis on peut très facilement perdre le focus lorsqu'on a des feux à éteindre, par exemple, ou lorsqu'on est dans certaines urgences.
Laetitia, de votre côté, est-ce que vous avez aussi un rapport public disponible à l'externe? Comment est-ce que ça fonctionne au niveau de votre structure de rapport, de reporting? Bon, on va rester dans le franglais. Oui, ok. Oui, c'est assez semblable, je dirais. En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que donc, nous, on est en fait une filiale. Donc, d'un point de vue comité CSR, c'est vraiment le groupe au sens large. Le groupe BNP Paribas donc a clairement aussi des engagements qui sont très visibles, que ce soit dans leur CSR, mais aussi public sur la place, notamment très fortement sur l'égalité hommes-femmes. Donc, il y a des engagements d'atteindre, par exemple, 40% de femmes dans les membres du comité exécutif d'ici 2025. D'ici 2025, le groupe s'est aussi engagé pour les métiers, par exemple, du TI, à embaucher 1000 femmes. Jean-Laurent Bonafé, qui est le CEO du groupe BNP Paribas, est très engagé et clairement sur des chartes comme la charte Jamais sans elle, dont je peux reparler éventuellement, ou des initiatives de l'UN sur He for She, etc. Donc on a vraiment des choses qui sont très publiques, très claires, qui concernent l'ensemble du groupe BNP Paribas. Après, au niveau plus canadien, comme on disait tout à l'heure, à l'externe, nous, on est drivé par le Employment Equity Report, puisqu'on est on est sous régime fédéral, donc j'ai envie de dire que voilà, c'est assez clair aussi. À l'interne, il y a énormément d'efforts qui sont faits effectivement en termes de communication sur ce que l'on fait, encore une fois qui sont repartagés par nos Employee Resource Groups, puisque c'est aussi un gros vecteur de transmission d'informations, mais on partage beaucoup, que ce soit dans nos town halls, que ce soit des pauses café, que ce soit de manière très informelle, etc., pour réenforcer les messages, puis montrer l'exemple, j'ai envie de dire aussi de manière très concrète. Comme disait par exemple Véronique, on a la chance d'avoir plus que la parité au niveau des femmes, au niveau direction, mais ça c'est un très fort message aussi pour nos jeunes, de montrer qu'il y a de l'aspiration et des opportunités pour elles. Donc oui, il y a beaucoup d'emphase qui est mise sur la communication au niveau du groupe BNP Paribas. Super. Dans les questions qu'on a reçues, on a reçu entre autres une question de Lise Couturier qui demande est-ce que la diversité comprend la notion de personne avec un handicap? Alors, je sais que d'un point de vue corporatif, puis au niveau des lois qui ont été passées, il y a eu un effort là, dans les 2 dernières années de définir le terme diversité au-delà de la diversité de genre et d'inclure entre autres les personnes qui vivent avec un handicap. La question est peut-être plus spécifique à vos organisations. Est-ce que vous regardez la diversité comme incluant cette catégorie de personnes? Je ne sais pas, Véronique, tu peux commencer. Ouais, pour nous, oui, définitivement, ça rentre dans dans la définition large. Même plus que ça, à CGI, on a même développé des technologies pour aider des personnes à faire face à des handicaps. On est très fort, surtout en France, où est-ce qu'il y a des lois qui ont poussé à certains, qui ont, disons, poussé ces conversations-là plus loin. Donc oui, ça fait partie de nos définitions, définitivement. Laetitia, je sais que c'est un sujet que vous avez, entre autres, passé plus de temps peut-être sur cette notion. Je te laisse peut-être en parler davantage. Oui, tout à fait. Donc, le groupe BNP Paribas, encore une fois, est aussi très présent dans le domaine du handicap avec des accords mondiaux, etc. Ici, au Canada, effectivement, c'est un point, je dirais, sur lequel on a beaucoup mis d'emphase dans les dernières années. On a beaucoup communiqué, on a fait beaucoup de sessions d'awareness, de formation pour expliquer, essayer de dédramatiser un petit peu le sujet qu'on appelle les habilités diverses. Donc, je sais qu'on en avait parlé, diverse abilities, pour montrer aussi à quel point pour nous c'est important et c'est inclusif. Et en fait, on a fait énormément, comme je dis, de communication, d'explication, pour que nos employés aussi se sentent plus à l'aise à en parler, à évoquer et à partager les informations. Et donc, par exemple, on a mis en place effectivement des safe spaces où nos employés peuvent venir expliquer, partager. Donc, on regarde effectivement sur des technologies aussi, mais on se rend compte que
au-delà d'afficher, d'aller recruter, on a aussi des besoins d'un point de vue business qui nous viennent très clairement, hein, qu'on peut, je pense notamment à tout ce qui est neurodiversité, qui sont des profils souvent qui sont en recherche d'emploi et qui effectivement répondent tout à fait à des besoins spécifiques et très performants par rapport à notre business. Donc on a mis beaucoup d'emphase et on a réussi à multiplier par 7 en fait en 2 ans la représentation qu'on a chez nous. Donc c'est un journey, je dirais, mais effectivement, c'est un gros pas en avant dans ce domaine. Tout à fait. Je vois Lise qui vous fait des thumbs up. Mais oui, c'est assez impressionnant. Puis ce qui m'avait marqué dans ton exemple, c'est au-delà de faire des efforts d'embauche à l'externe, vous avez fait des efforts de reconnaissance à l'interne. Puis ça, pour moi, ça revient à ce débat d'être divers, c'est une chose, être inclusif, c'en est une autre. Est-ce que les gens sont à l'aise à s'identifier? Parce qu'en question de diversité et inclusion, c'est toujours une question d'auto-identification. Puis, j'ai déjà rencontré des situations où quelqu'un va dire, ben, je ne lèverai pas la main pour mettre l'attention sur moi, sur le fait que j'ai peut-être ce que tu appelles des habilités diverses, ce que je trouve très, très bien tourné comme formulation. Mais si les gens se sentent à l'aise de s'identifier de telle manière, ça veut forcément dire qu'on a réussi quelque chose. I see a second question from Marie Chantal, and I know we said we would address them at the end, but I think they're super relevant and we were going to get to them anyways. So concretely, can each one of you just share a little bit, what are the objectives of those committees that you have for diversity and inclusion? And maybe what's been one of the initiative that you thought was very successful? I know you talk a lot about the international versus Canada. You can stick to a Canadian initiative that you feel was relevant and led by one of those committees. So we'll give a bit of a concrete example to Marie Chantal as to what those committees do and promote. You want me to start or Laetitia? Yeah. Oh, okay. Go ahead. So for us, it has been instrumental on our journey for diversity and inclusion. The committee, the national committee, I think is less than 3 years old. And since then, first, there's reporting that we didn't have before. So we didn't know. There was a lot of things that we didn't know we couldn't focus on because it was not seen. So this committee has brought that to the surface. There was just one major change is that now we are more able to have meaningful discussions and understand why some of our surveys, for example, if there was issues about feeling like we belong, like we just talked about, we were not able to pinpoint why and if this was particular to one type of communities, for example. So we were able to shed light on some of those things because now we can see them clearly when we do some reporting. So that was one major change. It gives us the direction, it gives us the strategy that we were lacking because it was not formalized in the past. It was more on the ground, local initiatives, but there was nothing that was putting it all together and for everyone to move in the same direction. So that's the first big change that this committee brought for us, actually in Canada. And initiatives like with the murder of George Floyd 2 years ago, we've had some listening sessions all around Canada. So this was a very profound initiative. I was asked to facilitate one of those sessions where we would have just leaders listen and our members come and discuss and talk about what it does to them. It was open to everyone. And it was just, those moments were just unique. You could have 20 minutes of silence, but heavy silence, and a silence full of meaning. And then some people would start talking, explaining what they were going through, the microaggression that they would feel every day. So these kind of initiatives, I don't think could have taken place if we didn't have a national committee that was very very close and that was really wanting to put that on the agenda and discuss those topics every day. So we were able to make sense of what's going on in the world because we have a more formalized organization that see those things, filter them, and leave all the space to our members to be able to discuss about it in a very safe place. So this is one of the initiatives that I think was for me, the most changing, really changed my perspective even. And it was all coming from the fact that we had a national council that was really there to support.
That's a great example. I think having the courage to talk about things that make people uncomfortable. And on that, I read a book called Caste, and I recommend everyone to read it. It's terrible to read, but it forces you to question yourself about a lot of things that we know about, but we maybe don't realize fully. So for an organization to take this on and realize that they have to play a role in also giving that space, having those discussions, it's going against that thinking of, oh, you don't talk about politics at work. You don't talk about anything that could create a little bit of tension. Everyone should just, remain very formal and proper, and opinions shouldn't be discussed. I think we're evolving into this sphere where a company is a lot of people together, and allowing these people to be who they are, and playing a role in making them comfortable to say and be who they are, super important. So I like that your example is so concrete, and that the committee facilitated that. That's really a great accomplishment. I don't know if you have any specific examples you wanted to bring forward. Yes, for sure. I mean, I cannot reiterate enough exactly what Véronique has shared about data. We have been putting a lot of emphasis also on making sure that we are data driven, because like I was saying, we really need that data in order to see where we can move things, move the needle on the programs and etc. But to answer the question more directly, so I think, really the activities and the responsibilities of our committee is really first to lead by example. And to deploy obviously the strategy, make sure environment is inclusive, but that goes through, like you're saying, hard conversations, daring to interrupt in a meeting when you feel something is not appropriate or not respectful, or having those hard conversations. And Véronique was given the example of Black Lives Matter. I can give another example, for example, on the subject of Indigenous people. Similarly, we've had some really, really powerful conversations, and working with some of our partners, whether it's Magena or Indigenous Works, on, educating, yes, our employees, but ourselves as well, and reminding, everything that they've gone through, the history, the horror stories, right, that we've all heard about in Quebec, but how it impacts also our country, generally speaking. So that's another concrete example. And then on a side note, I can also give another one where, again, we work very clearly hand in hand with our ERG. So for example, we worked, the D&I Council took up on a suggestion from Mix City, which is, again, our ERG promoting gender equality, to look into applying for a certification around women in governance. And so thanks to them and discussions, etc., we applied for the certification, and we actually got, silver last year for the first time, which was great. But most importantly, there's the recognition, but there's also, it gives us an opportunity to identify what we need to work on. What do we need to improve? How to do so, get some benchmark from our peers. So that was really an awesome concrete example of things that we can do since the D&I Council this year. Oui, c'est très intéressant. Je sais que dans le premier épisode, une des questions qu'on se posait, c'est pour une organisation peut-être plus petite que les autres, où est-ce qu'on commence quand on a une initiative on veut mettre en place des initiatives puis s'améliorer, c'est toujours de comprendre où est-ce qu'on en est. Donc, de faire un sondage, comme la première étape, vraiment, de savoir où est-ce qu'on en est, quels sont les chiffres présents dans notre organisation, quel est le ressenti. Donc, un sondage qui va aller chercher un petit peu comment les gens se sentent pour pouvoir, comme vous l'expliquez bien, après, développer des stratégies en conséquence qui viennent répondre un petit peu à la réalité des choses. Donc, je pense que c'est important, quand on lit sur les questions de diversité et inclusion, ça peut être très fluffy. Alors, c'est vraiment le genre de domaine où ça peut être beaucoup de blabla, puis on se retrouve à lire tout plein de great to read stories, mais pas forcément des choses très concrètes. Donc, partir du data spécifique à son organisation, parce qu'on a tous évidemment des objectifs de diversité et d'inclusion qui peuvent être différents selon les industries. Alors, c'est sûr qu'en TI, Véronique, je comprends qu'il y a un accent qui est mis sur notamment les femmes en TI, qui est une réalité qui est peut-être moins présente dans le domaine de finance ou peut-être,
chez les infirmières, entre autres. Donc, chacun a un petit peu ses enjeux dans les industries, mais le data est une bonne place où commencer à s'équiper. Je vais peut-être partir sur une autre tangente. A lot of the activities that are being put in place, how do you manage to decide who can attend or not? So there's been a lot of debate as to whether it should be open to everyone. So do you tend to have restrictions as to who can attend an event? Is it only for female because females are the subject of the event? Or is it open to men as well because you think they should be part of the discussion? How did you structure yourself around the restrictions as to who can attend an event? So I can jump on this one, Tara. There's no restrictions within BNP. I mean, we really allow anyone and encourage anyone to come to any event that is organized. Our ERGs actually have very strong allyships. We have also, not in all of our ERGs, but some of the executive sponsors who, for example, do not belong to the community, or a lot of allies from Mixed City, or even a Pride LGBTQ2+ ERG has lots of members who are not members of the community. And that's great because it actually allows to have conversations and, again, educate yourself and understand them, etc. So on our side, there's really, it's open. We favor obviously cross initiatives as well to work on intersectionality, which is even more impactful. But unless it's a very specific, dedicated, and I'll give you an example. We had a fireside chat dedicated to LGBTQ2+ for young employees, where we felt that maybe the conversation would be safer if they raised their hand within an environment where they could, open up. But for the rest, usually it's completely open. Is it the same for you, Véronique? It's about the same for us. The only time when we restrict and when we have some conversation that's are more towards specific issues like violence against women. So to make sure that we create a safe space, we have restricted some of the events to only women when there was specific topic like that. So there was violence against women. There was and sometimes also everything around some specific training or education. For example, the negotiation skills for women when we know that women suffer more of the imposter syndrome, for example. So these were targeted trainings. It's not that they're closed for men, it's that they're more geared toward women, and therefore most of the time it's only women that join those calls. But these are the kind of more targeted events that we could do for specific population. I know more about gender type of training, but I'm sure we also have that for handicap and many other initiatives, but that's the one I know that are more targeted. Right. And so beyond the events themselves, what you're saying is the committees themselves or the subcommittees or employee resource groups have people who are not identifying as part of that diversity group, but are still involved in the discussion and in the conversation. Yes, but most of the time in those affinity groups, for example, if we have BAME affinity groups, so Black, Asian, Indigenous, you will see more those. You will see member of that community leading that group for obvious reasons. Doesn't mean that it's close to the rest of the population, but it's more natural that they are looking after those events, and they are of course making sure that it's very inclusive, sending it to everyone. But women's group in CGI are typically led by women as well for the same reason. Doesn't mean that we don't have some mentorship and some allyship that's coming from our executive and coming from a broader some people outside of it, but most of the time those affinity groups are led by the people in those groups. It happens naturally, I think. And I've had the reflection in the past. I know at one point for one company, they mentioned that person was on the diversity group, and my first reaction was, okay, but in what capacity? Because this person doesn't seem very diverse to me in any of the ways that I understand diversity. And that I realized afterwards that it was a bit of an unfair comment, because you don't want to create that lack of inclusion, and to suddenly say, hey, you're not diverse according to me,
and therefore you're not allowed to be part of this discussion. You're creating distinctions that maybe shouldn't exist. I'm not surprised that at the employee level, it happens this way. I think what's key is that at the more formal level, it's being encouraged. And in that respect, I do hope that we can have more men participating to these types of sessions today, because I'm not seeing a lot of men signed up. And I had the discussion with Luisa from BPW, and someone asked, so it says BPW is business professional women. So are we talking about diversity for women only here? And the truth is, although we are focusing on women and geared towards women initiatives, we still believe it is our responsibility to shed some light on the other type of diversities, and we should all support each other, especially because there's a lot of intersectionality that comes at stake. Je vais poser une autre question, puis j'encourage tout le monde qui participe aujourd'hui à commencer à soumettre leurs questions par le chat. On va pouvoir y répondre au fur et à mesure. Alors, au niveau des lanceurs d'alerte ou ce type de mécanisme en place, est-ce que vous avez quelque chose en place pour permettre aux employés de façon anonyme et sécuritaire de peut-être lever la main et dire qu'ils ont remarqué des initiatives ou des mesures qui sont inappropriées ou des personnes qui agissent de manière inappropriée? Puis, quel est le processus à ce niveau-là? Tu veux y aller, Laetitia, ou tu veux que je commence? Je peux y aller si tu veux. Oui, alors tout à fait. Le groupe BNP Paribas, de manière générale, encore une fois, est très, très, très engagé sur ces thématiques-là. Donc, on a différents moyens, différentes politiques, que ce soit du whistleblowing de manière complètement anonyme ou des politiques très, très claires en matière de faire remonter des plaintes, des sujets, etc., sans qu'il y ait de risque de retaliation, en bon afro-anglais. Donc, ça peut passer effectivement par les RH, ça peut passer par un comité complètement anonyme, ça peut passer par notre comité santé et sécurité, mais effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'emphase qui est mis sur ces aspects-là. Pour encore une fois, on parle de diversité, d'inclusion, puis comme tu le disais, même si il y a un focus effectivement sur des groupes qui sont sous-représentés, etc., au final, on est tous uniques. Je pense que ça, c'est très, très important de se le rappeler. C'est que même si on fait partie du même groupe ou pas, etc., on a tous une expérience, une éducation, une enfance, bref, des choses qui ont fait que dans notre vie, on va réagir de manière différente. Et donc, c'est très important que chacun respecte ça et s'ouvre. En fait, et vraiment, l'inclusion, c'est avant tout cette ouverture d'esprit à avoir. Mais donc, pour répondre à la question, oui, on a bien sûr beaucoup de différents moyens, en fait, d'adresser ces sujets-là, et le sujet est pris très, très au sérieux, je pense, comme beaucoup de grands groupes. Véronique? C'est un peu pareil pour nous. On a évidemment tout un tas de mécanismes pour pouvoir parler soit aux ressources humaines, soit parler à un leader en qui on a confiance, soit parler même à des collègues. On a aussi des partenaires en santé mentale, des premiers répondants santé mentale qui peuvent faire ce travail-là de premier filtre, et puis après ça, aider une personne qui est en état qui vit de la discrimination, n'importe quel stress au travail, de pouvoir aller voir les bonnes ressources. Mais tout cela étant dit, à travers les sessions d'écoute qu'on a faites dans les dernières années, on s'est quand même rendu compte que malgré tous ces filets-là qui existent, c'est pas le réflexe d'aller se plaindre ou d'aller, pas forcément se plaindre, mais le réflexe d'en parler n'est pas toujours là. Parce qu'on stigmatise encore, on ne veut pas avoir l'air d'une victime. Des personnes qui sont issues des minorités aussi sont déjà habituées d'être, entre guillemets, des victimes, sont dans ce rôle-là et ne veulent pas attirer l'attention sur elles. Donc, il y a un énorme travail à faire pour d'abord qu'elles sachent qu'ils existent, tous ces mécanismes. Donc, des fois, il y a un travail de communication parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Puis, il y a tout un travail de dénonciation aussi. Donc, c'est là que les alliés sont super importants parce que quand on voit une personne qui est victime de discrimination, si, comme collègue, comme directeur, comme vice-président, on ne fait rien, on est aussi coupable que la personne qui a discriminé une autre, que ce soit inconscient ou inconscient. Conscient ou inconscient. Donc, il y a tout un travail à faire pour mettre en place des safe places, je n'ai pas le mot en français, donc vraiment un environnement de travail qui
qui prônent l'équité, mais aussi qui permettent à nos gens de pouvoir parler lorsqu'ils ont besoin d'en parler. Et là, on voit que les langues se délient un petit peu plus. On a appris des choses absolument horribles parce que les gens sont plus... on parle un petit peu plus, mais on s'est rendu compte dans les dernières années qu'il y a beaucoup de discrimination dans les opérations, sur nos planchers, même de la part de nos clients, et qu'avant, ça passait sous silence parce que même si on avait tout un tas de manières de le rapporter, les gens ne le rapportaient pas. Maintenant, on voit que parce qu'on en parle tout le temps, parce que ça fait partie des discussions, on voit que tranquillement, les gens sont de plus en plus à l'aise, mais ça reste très fragile, puis il faut toujours focaliser là-dessus parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'une personne qui est victime de micro-agression, d'abord, le reconnaisse toujours, parce que ces personnes-là ont des carapaces maintenant, elles se sont tellement habituées d'être victimes de ces micro-agressions qu'éventuellement, elles ne s'en rendent pas compte. Et c'est quand un collègue leur dit « ça, ce qu'ils viennent te dire là, ce n'est pas acceptable », c'est vrai qu'ils font « ah, c'est vrai, tu as raison, ce n'est pas acceptable, je l'ai vécu moi-même ». Je l'ai observé moi-même et puis on a été capable de dénoncer le comportement. Encore une fois, ce n'est pas lié toujours à une personne, mais c'est un comportement des fois qu'une personne a adopté sans s'en rendre compte parce qu'on a beaucoup de biais inconscients et qu'il faut les casser. Donc, il faut en parler. C'est toujours ça la clé. On ne peut pas se fier à ces mécanismes-là. Ils sont importants, mais on ne peut pas se fier qu'à ces mécanismes-là pour faire avancer les causes. C'est super intéressant, puis je ne pense pas que c'est spécifique à CGI. Non. Les compagnies ont des lignes de lanceurs d'alerte, puis ce genre de choses. Puis je suis convaincue que si on faisait un sondage tout de suite, le nombre de messages qui sont reçus sur ces lignes sont très, très, très faibles. Donc, d'une part, oui, le fait que les gens ne connaissent pas la disponibilité de ces mécanismes est une chose, mais aussi n'osent pas l'utiliser. Donc, c'est un très bon exemple. Puis, je pense aussi qu'on a tous vécu la situation où quelqu'un d'autre soulève un enjeu qui nous concerne et ça a beaucoup plus de poids. Et les gens, parfois, ne se rendent pas compte ou ont peur, justement, de dire « ce n'est pas ma place parce que moi, je ne suis pas sujet à cette discrimination-là ». Donc, il y a des gens aussi qui se sentent peut-être imposteurs de jouer le rôle de défenseur pour quelqu'un d'autre en disant, par exemple, un homme pour une femme qui pourrait dire à quel titre est-ce que je me permets de parler pour toi? Puis c'est de renforcer à ces gens-là que non, au contraire, ton opinion aura peut-être parfois plus important parce qu'il aura l'air objectif. Donc, ça permet vraiment, puis tu parlais des biais inconscients, donc ça, je pense que vos organisations le font, puis la plupart des organisations le font à présent, là, mais les formations pour sensibiliser les gens à leurs biais inconscients sont extrêmement importantes, puis selon moi, ça devrait être obligatoire pour tout le monde, pas juste pour les exécutifs, parce qu'on en a tous, et c'est très intéressant de trouver lesquels sont les nôtres, parce que des fois, parce que moi, je suis déjà tombée dans le piège de me dire, mais j'ai pas de biais inconscients. Et évidemment, j'en ai tout plein. Ils sont peut-être différents des vôtres, mais j'en ai définitivement. J'avais une autre question pour vous, more specific to employee recognition. So it's very clear that in your organization and in general, diversity, inclusion, equity initiatives are being carried partially by employees, affinity groups, and employee resource groups because they care. Because they feel concerned, because it's their own realities. But how do we make sure that they're being recognized for doing that? For having worked in a law firm, you have to bill in a certain number of hours in a day. So finding time to also dedicate to get involved in those initiatives is hard. So you want to do it, but you don't want it to be done in such a way that you're now penalized. You have to put in extra work, extra hours. You're already victim of microaggression, you already have a big load to carry, and now on top of it, you have to be the ambassador and you have to do all of these things without the company maybe appreciating all the work you're putting into it and the impact you're having on making the company a better place. So in each of your cases, it seems like you're formally now involved and your role involves doing diversity and inclusion work, but how do you make sure at CGI and BNP Paribas that people who are doing it in their own free time feel recognized and valued? So for us, it's always been a struggle, especially when it was not formalized. So it was very local. So for example, when I started to be involved in D&I a couple of years ago, I was doing that
on my own time, or I was organizing everything on my own time. All the events were after work. So it was really because I was, it was because it was important to me. So it was not because somebody said, this is going to get you further in your career to do that. It wasn't like that. But the fact that we have formalized now more our committees, and we have affinity groups that are recognized. So I think now, naturally, being involved in anything around diversity and inclusion, whether it's just a discussion or whether it's just putting your diversity and inclusion hat when you're in a meeting, every of those actions are now highly recognized. They're not yet formalized in our performance reviews, but they're part of a lot of discussion. So it's difficult for me to say how tangible it is because it's not formalized in performance rating. But in our values, we have values like respect, and this comes in specifically when we measure it. It comes, this is where we would measure it. So we have different ways of measuring it. It was not called this way in the past. I think this is going to change. I think we're going to put more emphasis on this. We have a lot of programs like we call Applaud, where we recognize our colleagues, our leaders. So this is widely used to recognize any work that we do, whether it's around diversity and inclusion or whether it's around mental health or anything around our member well-being. So we already have those things, but I think now we're moving forward and becoming it more part of something we're looking for that in our leaders. It's not a nice to have, it's a must have. So the discussions are a bit different when we come to nominations and when we come to talent planning. This is not just, nice to have it. Now it's no. What's your plan? How do you focus on that? Who in your team is the best position? Who is bringing those discussions to the table? Who is making this advance for women, for example? So this is the way that I see it. It's moving, but it's one step at a time and it's one action at a time. Oh, that's great. And the Applaud tool, for those of you who are not familiar, is you can send to someone an email that says you applaud their initiative to do mentorship, for example, and their manager or supervisor gets a copy of that email. And this way, it's being known by your supervisor that you're involved in these initiatives. It's being appreciated and considered. I also think that if your organization is spending a lot of time talking about these topics or promoting these things, then it gives you exposure and visibility, and it already shows that you care. I used to be at CGI, and I follow a lot of people from CGI on LinkedIn, and it's constantly out there. So I feel like there's a lot of pride around those topics, and that makes people want to be involved and know that it's being recognized. So that's great. What about you, Laetitia? I think it's very well said. I mean, generally speaking, these people are volunteers. It's a passion for them, right? They raise their hand because, to your earlier point, Véronique, they feel they want to do this, right? It's part of their DNA, or et cetera, spread the word. The way we give that recognition, or the way we kind of like encourage more and more, is around also the fact that it's a great opportunity for them to develop, leadership skills, or put some other development skills in action: organization, events, coordination, leadership, etc. So that's really the way we're also pushing it with the managers, asking them to take that into account when they're actually reviewing, in terms of like, okay, this person is very dedicated to this ERG or to this, transversal initiative. We have been putting more and more in place more formal recognition. So coming from our town halls, where we, share global recognition to our ERGs and put them on the scene, if I may say. But to Véronique's point, it is expected, when you go and move and grow within the company, that you expand. And how do you actually impact outside of your BAU? And those typically are things that are very, very looked at. So altogether, it brings into that recognition, but it is true that it's a moving journey again. It's very time consuming.
But again, they're so passionate and dedicated. I think it's recognizing how they help us move the needle all together, because, you know, as we earlier said, D&I is a responsibility of every single one of us. So. Yeah, that's great. I think some companies are starting to incorporate it in remuneration. We're talking some public companies that are listed that might be subject to stringent rules. We're seeing some top executives bonus remuneration now being contingent on certain targets. So that's going to a whole other level. It is often more at the level of top executives, or also you might have it at the level of the board of directors. So we're seeing a bit of that tendency in governance, but I think all the examples you're giving are really key, and you don't have to start to that extreme. What matters is that you start somewhere to make sure that people who are doing it see value in doing it. As Véronique said it, you don't want to say that you're doing it to put it on your resume, but clearly, indirectly, you know that you're learning some great soft skills that are bringing you further in your career. And personally, for having been involved in a lot of these committees, it always brought me more than I felt like I had given. So I know it's easy to say, but I think reminding people that at the end of the day, you're benefiting more is a good way for people to remember to find time, make time for these types of things. I totally agree. You get more than you give, for sure. Great. Wonderful. We left a bit of time for more questions. I saw Liz had a few questions, but she had to leave, and she wanted to thank you for being very inspiring. I'll maybe end on one last question for both of you. So you're also super involved in this area, clearly something of interest to you. You made it your day-to-day job, so it's definitely something that you care about. Si je peux vous demander, qu'est-ce qui fait que vous êtes allé dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous a poussé à être aussi intéressé et dédié aux questions de diversité, inclusion et équité? Puis peut-être qu'on pourra finir là-dessus. Véronique, je te laisse. Où veux-tu que j'y aille? Non, je peux y aller. C'est une super bonne question. J'ai l'impression que ça a toujours fait partie de moi, donc j'ai la difficulté à dire quand est-ce que c'est arrivé sur mon parcours, mais peut-être le fait d'avoir beaucoup voyagé, puis d'avoir vu beaucoup de différents pays et d'avoir vu aussi des choses difficiles à voir, comme de l'extrême pauvreté. Peut-être que c'est ça qui m'a profondément changé. Et je pense que j'arrive avec la conviction que tous les maux de la Terre actuellement sont dus au manque d'équité, de diversité et d'inclusion. C'est une croyance que j'ai profondément. Et donc, je sais que je ne peux pas changer la Terre, mais que si jamais j'arrive à, du moins, avoir un impact sur les gens autour de moi et l'organisation dans laquelle je suis, et que d'autres organisations font la même chose, éventuellement, ça va faire bouger les sociétés sur le plus gros. Donc, c'est peut-être très utopique, mon histoire, mon affaire, mais c'est un peu ça qui pousse, qui a toujours poussé ma démarche. Mais ça fait, depuis que je suis petite, j'ai un désir de justice qui est inexpliqué et qui aujourd'hui me pousse vers le coaching lorsque je coach les femmes et que je veux qu'elles aient la même confiance que les hommes dans les réunions, ou lorsque je suis en diversité et inclusion et qu'on veut pousser des questions sur tout ce qui est la définition du genre. Donc, ça se présente de différentes manières, mais c'est poussé par quelque chose de plus fort que moi. Et puis je pense que ça va faire un gros écho de mon côté. Vraiment, comme tu dis, il y a ce sentiment de justice. Donc pour moi, c'est pareil, c'est vraiment quelque chose, c'est très naïf, hein, mais qui a toujours été très important pour moi. Je pense que c'est aussi personnel, dans le sens où je suis curieuse. J'aime comprendre, parler avec des personnes différentes, essayer de me mettre à leur place, être dans l'empathie, me remettre en question. Et donc, je pense que très naturellement, tout ça, ça nous amène aussi à s'ouvrir, s'éduquer, rencontrer des personnes très différentes et pour autant voir
à quel point justement cette différence-là, le fait qu'on soit tous uniques peut nous apporter autant, tous ensemble, que ce soit en termes d'efficacité, d'innovation, mais aussi de conversation et d'échange. Donc voilà, je pense que moi, c'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps. C'est très passionnel. J'ai du mal parfois à arrêter d'échanger sur le sujet, mais ça revient, comme on disait tout à l'heure, à ce côté vraiment unique. Et j'avais un exemple quand j'ai parlé avec une collaboratrice justement sur qu'est-ce qui nous rend unique. C'était une personne qui m'a répondu, c'est la première fois que je me sens incluse finalement dans un sujet au sens large de diversité, parce que c'était une jeune femme blanche voilà, qui s'était sentie peut-être un peu à l'écart de ces conversations et qui m'a dit, quand tu m'as demandé qu'est-ce qui fait que je suis unique, j'ai réagi sur le fait que depuis des années, mon management m'encourageait à être plus assertive, plus sûre de moi, aller plus de l'avant, à plus oser. Sauf que cette personne a grandi dans un milieu très insécuritaire, avec de la violence, etc. Et donc, c'était devenu finalement une façon pour elle d'être plus en retrait, une façon de se protéger, d'être dans son safe space. Et ça m'a apporter vraiment cette lumière sur, voilà, encore une fois, on est tous uniques. Donc, notre bagage fait que, et ça, pour moi, c'est un éternel, c'est une passion. Puis, il y a ce sujet que c'est un never-ending story aussi, je pense. C'est très fragile. Et donc, c'est un pas en avant, deux pas en arrière, parfois. Mais c'est ça, c'est un vrai sujet de fond éternel, je pense. Super, merci beaucoup. On est chanceux que vous soyez aussi passionné par la question, que vous jouez un rôle, vous faites partie de la solution. Donc, vos organisations sont chanceuses, les gens autour de vous. Je pense que c'est inspirant de vous entendre parler puis de savoir que vous le prenez autant à cœur. Alors, merci à tout le monde sur cet appel qui est unique à sa façon et qui, je vous encourage à partager par la suite l'enregistrement avec d'autres personnes. Je pense que ça a été très, très intéressant. Ça donne des outils concrets, des exemples. Et puis, pour moi, la leçon, c'est une bataille continuelle. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Vos organisations ont fait des énormes progrès, entre autres sur la question de la diversité de genre. Mais comme on le disait, ça reste toujours une bataille éternelle. Il faut continuer, puis pas s'asseoir sur ses lauriers, puis se dire que ça a été réglé. Donc, on continue à se poser les questions qui dérangent et j'espère qu'on vous reverra pour l'épisode 3. Alors, merci à BPW d'organiser cette série, à nos panélistes et à tout le monde qui a participé aujourd'hui.